Salut tout le monde, c'est encore Dr Soirée Mamadou et aujourd'hui nous allons parler des pathologies au niveau du cœur. Un petit rappel, on va parler encore des valves et on va parler des pathologies d'abord au niveau des valves. Alors comme rappel au niveau des valves, nous avons dit que le premier bruit du cœur, voilà un bruit que nous allons écouter à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du sixième, entre le cinquième et le sixième espace intercostal sur la ligne médiane claviculaire. Et ce bruit veut dire tout simplement qu'il y a une fermeture de la valve tricuspide et de la valve mitrale. Alors cette fermeture de ces deux valves-là, on peut l'écouter à ce niveau et le bruit qu'on va écouter, c'est le premier bruit du cœur qu'on appelle le B1. Lorsqu'on constate un murmure à ce niveau, et lorsque le murmure se passe pendant la systole, c'est-à-dire pendant toute la systole, on appelle un murmure holosystolique. Et ce murmure holosystolique, pour la plupart du temps, va nous dire qu'il y a une valve qui est incompétente. Parce que pendant la systole, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les ventricules qui vont se contracter. Alors lorsque le ventricule gauche va se contracter, et il y aura un retour de sang. Et ce retour de sang va pousser cette valve qui est incompétente et qui va donner ce bruit-là qu'on appelle, ce murmure-là qu'on appelle le murmure holosystolique. Et ce murmure, pour la plupart du temps, est synonyme de régurgitation mitrale. C'est pendant la diastole que nous avons ce bruit. Par exemple, c'est pendant la diastole, lorsque les ventricules sont en train de se remplir, que nous avons le bruit. Ça veut dire tout simplement que nous avons affaire avec une valve qui est rétrécie, et avec le calibre rétréci de la valve, il y aura ce bruit là et on va parler en ce moment d'une sténose mitrale. Aussi au niveau de la tricuspide, ça va être la même chose, mais pour la tricuspide, il faut voir ici entre le 4e et le 5e espace intercostal sur la ligne, sur le bord sternal gauche. C'est surtout là-bas qu'il faut écouter la valve tricuspide. Alors, la même chose, lorsqu'il y a des murmures qui apparaissent pendant la systole, ça veut dire, on appelle ça la murmure holosystolique. Alors, il y a deux cas de figure qui vont se présenter. Soit nous avons affaire avec ce qu'on appelle une régurgitation, parce qu'il y a le passage du sang forcé contre la valve qui est incompétente, ou bien nous pouvons avoir ici une anomalie qu'on appelle une anomalie du septum interventriculaire aussi, qu'on peut voir à ce niveau. Alors, et le deuxième cas de figure à ce niveau aussi, lorsque le murmure que nous attendons, on l'entend pendant la diastole, c'est-à-dire pendant que les ventricules sont en train de se remplir, ça veut dire qu'il y a le passage du sang à travers une valve qui est très rétrécie, et cette valve, pour la plupart du temps, nous avons affaire avec une sténose de la valve tricuspide. Alors, et le deuxième cas de figure à ce niveau, ça sera ce qu'on appelle une anomalie du septum interauriculaire. Alors, et nous avons aussi la valve pulmonaire et la valve aortique. Alors, pour la valve pulmonaire, nous allons l'écouter à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du deuxième espace intercostal sur le bord sternal gauche, que nous allons écouter. Alors, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un murmure d'éjection systolique à ce niveau, le murmure d'éjection systolique veut dire tout simplement qu'il y a une sténose de la valve pulmonaire, qui est très important aussi à noter. Alors, il y a la valve aortique qu'on peut aussi voir toujours au niveau du deuxième espace intercostal, mais cette fois-ci sur le bord sternal droit. Et là-bas, il peut y avoir un murmure systolique aussi. Lorsque nous avons affaire à un murmure systolique, ça veut dire que c'est pendant la contraction des ventricules, il y a le sang qui va passer à travers une valve rétrécie, c'est-à-dire une valve aortique qui est très rétrécie aussi, et on appelle encore une sténose aortique. Mais ici, il peut y avoir un cas physiologique où on peut avoir une sclérose par exemple de la valve. Et au niveau du bord sternal toujours, on peut écouter des murmures diastoliques aussi. Et les murmures diastoliques, pour la plupart du temps, ça peut être une régurgitation aortique.
ça peut aussi être une regurgitation pulmonaire. Alors, il y a ce qu'on appelle le murmure systolique qu'on peut écouter. Et ce murmure systolique-là peut être dû à une hypertrophie myocardique. Mais on va rentrer vraiment dans les détails lorsqu'on va revenir avec rétrécissement de l'insuffisance. Maintenant, parlant du rétrécissement aortique, la première des choses qui va attirer notre attention, c'est que la plupart des cas, nous avons des malades qui souffrent de ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu. Vous allez voir que c'est des malades, c'est une jeune fille, pendant l'âge de 5 à 15 ans, a souffert déjà d'un rhumatisme articulaire aigu. Et plus tard, la jeune fille va se présenter peut-être en adolescent ou encore en adulte, va se présenter avec un rétrécissement mitral. Et un rétrécissement mitral, comprenez tout simplement qu'il y a un rétrécissement permanent de la valve mitrale, c'est-à-dire de l'orifice qui est entre le ventricule gauche et puis l'oreillette gauche. Alors ici, voilà un malade qui va se présenter avec, pour la plupart du temps, avec des signes. Et les signes, pour donner une confirmation diagnostique de rétrécissement mitral, il faut qu'il y ait 3 arguments qu'on puisse réunir ensemble. C'est-à-dire, pendant le remplissage ventriculaire, à la fin du remplissage ventriculaire et après l'éjection ventriculaire, et cela je vais l'expliquer. Pendant le remplissage vasculaire, par exemple, où on appelle le diastole, nous avons le passage du sang à travers la valve rétrécie qui va donner un bruit. Et ce bruit-là, nous allons l'appeler le roulement diastolique. Et ce roulement diastolique est perçu à la palpation sous forme de frémissement et entendu aussi au niveau de la pointe du cœur, c'est-à-dire au niveau entre le 5e et le 6e espace intercostal sur la ligne médiane claviculaire. La deuxième chose ici, c'est qu'à la fin du remplissage, nous avons ce qu'on appelle les valves mitrales qui est rétrécie. Et cette valve mitrale rétrécie va provoquer, n'est-ce pas, en se fermant, va provoquer un claquement. C'est-à-dire un autre bruit qu'on appelle le premier bruit du cœur et qui est audible à l'auscultation. C'est-à-dire, on a dit que le premier bruit du cœur, c'est la fermeture de la valve tricuspide et puis de la valve mitrale. Mais cette fois-ci, il y aura ces bruits-là qu'on appelle l'éclat de B1 que nous allons entendre à cause de la valve qui est vraiment rétrécie. Alors, en troisième position, nous avons ce qu'on appelle l'éjection ventriculaire, c'est-à-dire pendant la systole, nous avons encore les valves mitrales qui va provoquer, en s'ouvrant de nouveau, cette fois-ci, va provoquer un claquement. Et ce claquement-là va venir après le deuxième bruit du cœur. Qu'est-ce qu'on a dit? Le deuxième bruit normal du cœur, c'est la fermeture de la valve pulmonaire et puis aortique. Et ici, il y aura un autre bruit parce que nous avons une valve qui est rétrécie qui vient de s'ouvrir. C'est ce dédoublement du deuxième bruit du cœur qu'on va retrouver en cas de rétrécissement mitral aussi. Alors nous avons l'association de ces 3 signes sont suffisants pour confirmer le diagnostic, c'est-à-dire le roulement diastolique, l'éclat de B1 et le dédoublement, n'est-ce pas, du deuxième bruit cardiaque. On appelle ça le rythme de Di-Rosier. Et ces 3 signes, lorsqu'ils sont réunis, sont suffisants pour poser le diagnostic d'un rétrécissement mitral. Les causes peuvent être, il peut y avoir un trouble du rythme. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle les manifestations pleuropulmonaires. Il peut y avoir une embolie aussi qui peut être à la base. Alors lorsqu'on prend par exemple le trouble du rythme, et nous avons ce qu'on appelle le flutter auriculaire. Et le flutter auriculaire, c'est un rythme rapide, en général stable autour de 140 battements par minute. Et son diagnostic est affirmé pour la plupart du temps par l'ECG. Et lorsqu'on a ce diagnostic qui est affirmé, il faut traiter ce malade-là de façon très urgente. Alors, nous avons aussi les fibrillations auriculaires qui sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'on parle de rétrécissement mitral. Et ici, il faut tout simplement noter que toutes ces pathologies font partie des troubles du rythme. Donc je disais tantôt qu'il y a aussi les embolies pulmonaires. Et ces embolies pulmonaires, voilà des caillots qui vont quitter l'oreillette gauche, qui vont se retrouver dans la carotide gauche.
et qui vont se loger éventuellement dans les artères cérébrales et vont causer ce qu'on appelle une hémiplégie. Et la plupart du temps, c'est les hémiplégies droites qui vont causer parce que le caillot va directement dans la carotide gauche. Alors, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le carrefour aortique où le caillot va se retrouver, n'est-ce pas, au niveau de l'artère rétinienne aussi ou encore même au niveau de certains viscères aussi. Alors, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent se retrouver à ce niveau. Alors, ces patients-là, souvent, pour éviter les récidives, on leur donne de l'héparine ou encore on leur donne des antivitamines K. Mais ici, je voudrais souligner aussi les manifestations pleuropulmonaires. Alors, ces manifestations pleuropulmonaires, elles sont dues à l'augmentation de la pression sanguine dans les poumons. Alors, ces accidents sont soit aigus, c'est-à-dire l'œdème aigu du poumon, ou encore ces accidents peuvent être chroniques, c'est-à-dire il peut y avoir seulement ces sensations de grésillement laryngé à l'effort, c'est-à-dire qui est dû au passage, n'est-ce pas, de l'exsudat plasmatique à travers les bronches. Nous avons aussi d'autres causes telles que l'insuffisance ventriculaire droit. L'insuffisance ventriculaire droit peut aussi causer le rétrécissement mitral, c'est-à-dire c'est l'aboutissement fréquent des accidents pulmonaires et qui sont plus marqués au niveau de ce qu'on appelle des hépatalgies d'effort, c'est-à-dire il y aura une turgescence des vaisseaux jugulaires en galop droit à l'auscultation. Alors la prochaine pathologie, ça sera l'insuffisance mitrale. Alors l'insuffisance mitrale, nous avons dit tout simplement que nous avons la valve qui sépare le ventricule gauche de l'oreillette gauche. Nous avons une incompétence de cette valve-là, c'est-à-dire une insuffisance de la valve mitrale et due pour la plupart du temps au rhumatisme articulaire aigu. Alors ici, le diagnostic repose surtout sur la découverte des souffles systoliques de pointe. Encore ce que je disais, le souffle systolique, c'est à ce niveau qu'on va retrouver le souffle systolique de pointe qui va commencer avec le premier bruit en se propageant pendant toute la systole et on l'appelle encore holosystolique. Alors voilà un bruit qui est de timbre un peu doux, un jet de vapeur. Alors il siège à la pointe et essentiellement irradie au niveau de l'aisselle et souvent peut irradier dans le dos. Alors les complications, il peut y avoir le trouble du rythme aussi, il peut y avoir des troubles, comment on appelle, le flûte auriculaire, l'arythmie, la fibrillation auriculaire, on peut y avoir les embolies de grande circulation comme on a déjà dit, et il peut y avoir les manifestations pulmonaires ici aussi. Et ici, les manifestations pulmonaires vont témoigner de l'augmentation de la pression sanguine dans l'oreillette gauche. Et leur mécanisme ici est double, parce que nous avons un reflux du sang du ventricule gauche dans l'oreillette gauche et surtout nous avons aussi une défaillance du ventricule gauche et qui va causer les dyspnées d'effort qui va causer aussi les œdèmes aigus du poumon. La prochaine pathologie c'est le rétrécissement aortique. Et le rétrécissement aortique, à chaque fois que je pense à cette pathologie, je pense à la mort subite. Et parce que ici, qu'est-ce qui va se passer? D'abord la cause c'est ça peut être congénital. Il peut aussi être dû à des calcifications. Il peut être dû à ce qu'on appelle des maladies rhumatismales. Alors, ici, le calibre est très important. Lorsqu'il y a un rétrécissement, c'est-à-dire le bloc au niveau de l'aorte, c'est entre le 3 à 5 cm², on va parler de rétrécissement aortique modéré. Alors, lorsque c'est moins de 1 cm, ça veut dire que nous avons affaire à un rétrécissement aortique sévère. Et lorsque c'est moins de 0,8 cm par exemple, on va parler de cas critique. Et ici, la mort subite est imminente. Alors, en guise de physiologie ici, qu'est-ce qu'on va se passer? Il y aura une obstruction, n'est-ce pas, de la circulation. Et cette obstruction va entraîner une augmentation de la pression et entraîner une hypertrophie, n'est-ce pas, ventriculaire gauche. Et cette hypertrophie ventriculaire gauche va donner une insuffisance ventriculaire gauche qui, par conséquent, va donner, n'est-ce pas, une insuffisance cardiaque congestive et qui va aussi donner une ischémie subendocardique. Alors, les éléments diagnostiques, vous allez trouver une douleur angineuse, vous allez trouver un syncope d'effort aussi, et qui sont des signes surtout alarmants. Mais l'examen clinique, il est dominé surtout par ce qu'on appelle le souffle systolique de base. Cette fois-ci, ce n'est pas
à l'apex que vous allez retrouver, mais c'est surtout à la base qu'il faut rechercher le souffle systolique de base en cas de rétrécissement aortique. Alors ici, ce souffle-là est traduit à la palpation par les frémissements et siégeant au deuxième espace intercostal, c'est-à-dire ici, comme je disais, et c'est le deuxième espace intercostal droit surtout. Et voilà un bruit qui est de type intense et râpeux aussi, c'est-à-dire croissant et décroissant. Et deux signes viendront confirmer le diagnostic de rétrécissement aortique, c'est-à-dire l'irradiation vers les vaisseaux du cou, vous allez voir ici, et la diminution du deuxième bruit du cœur. Alors, la prochaine pathologie que je vais entamer, ça sera l'insuffisance aortique. Une incapacité, il n'y a pas une sténose, il n'y a pas un rétrécissement, mais cette fois-ci, il y a une incapacité. La valve qui sépare le ventricule gauche de l'aorte. Alors, ici, la cause aussi, ça peut être les maladies rhumatismales, c'est-à-dire le rhumatisme articulaire aigu, mais le diagnostic ici est basé sur l'auscultation seulement. Seulement avec l'auscultation, on peut faire le diagnostic d'une insuffisance aortique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle un souffle diastolique qui est dû au passage anormal du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. Alors, c'est un souffle qui est doux, qui est aspiratif. Alors, souvent, il peut être intense aussi. Il peut siéger typiquement au niveau du deuxième espace intercostal, mais cette fois-ci droit. En cas d'insuffisance aortique, les signes périphériques peuvent être vraiment très utiles. C'est-à-dire la pression artérielle avec une grande différence entre le maximum qui peut être normal, mais le minima qui va être très abaissé. Alors le pouls aussi, le pouls radial, vous allez avoir que par exemple il y aura un pouls radial qui est ample et bondissant en systole, pendant que ce même pouls est dépressible, n'est-ce pas, pendant la diastole. La prochaine pathologie que nous allons vous détailler, c'est l'angine de poitrine. Alors l'angine de poitrine, on appelle encore l'angor pectoris. Il s'agit d'un syndrome douloureux thoracique en rapport avec une insuffisance, n'est-ce pas, de la vascularisation ischémique du myocarde. Ici, il y a un déséquilibre. Et le déséquilibre, c'est quoi? C'est que les besoins en oxygène du myocarde peut augmenter dû par exemple à une augmentation de l'effort ou encore à la digestion ou encore à la fréquence cardiaque ou même à la pression artérielle. Pendant que l'apport en oxygène des artères coronaires n'a pas augmenté. C'est-à-dire nous allons avoir que le fonction du débit des artères ou encore le taux de l'hémoglobine dans le sang ou encore sa teneur en oxygène a soit diminué ou encore n'a pas augmenté. La cause la plus fréquente de l'angor est l'insuffisance coronaire, c'est-à-dire il y aura des artériomes qui vont sténoser, n'est-ce pas, un ou plusieurs troncs, n'est-ce pas, au niveau de la veine, de l'artère coronaire. Alors lorsqu'on parle de la sémiologie, par exemple, de l'angor, ce qui est très important, c'est qu'il y a un besoin d'augmentation en oxygène. Alors lorsque ce besoin n'est pas rempli, on peut se retrouver avec une crise d'effort. Et la crise d'effort, pour la plupart du temps, vous allez voir que lors de la marche, par exemple, ou lorsque on essaie de monter un escalier, ou lorsque on essaie d'accélérer les pas, on va se rendre compte de cette demande accrue d'oxygène. Alors elle peut apparaître volontiers pendant certains temps froids aussi. Par exemple, lorsque on essaie de marcher contre le vent, par exemple, où son début peut être brutal, forçant le patient à s'asseoir, et son activité elle peut être violente aussi. Le siège, par exemple, il peut siéger pour la plupart du temps au niveau de la partie antérieure du thorax. Alors, et vous allez voir un malade, vous allez demander au malade de vous décrire la douleur. Le malade va mettre sa main à plat, par exemple, sur le thorax et va le fermer. C'est pour dire qu'il y a une pression, c'est-à-dire il va dire qu'il y a la poitrine qui est serrée. C'est à cause de la pression, n'est-ce pas, qui est à l'intérieur. Alors, lorsque vous allez voir l'irradiation de ces douleurs-là, voilà une douleur qui va irradier, n'est-ce pas, aux épaules, et n'est-ce pas, il va irradier aussi
comment on appelle, à l'avant-bras, c'est-à-dire à la face cubitale de l'avant-bras, et puis il irradie au poignet aussi, et aussi volontiers à gauche. Et on peut voir que voilà, la douleur va s'irradier au niveau, comment on appelle, du maxillaire inférieur, et souvent il peut aller au niveau du dos aussi. Cette douleur peut disparaître progressivement à l'arrêt de l'effort et quelques minutes, juste quelques minutes après l'arrêt de l'effort. Le temps est très raccourci. Lorsque vous donnez de la trénitrine au malade, le temps d'accalmer va être beaucoup plus court. Par exemple, il y aura une sédation immédiate de la douleur après la trénitrine et un signe ROTM. Ce signe-là est vraiment évocateur, n'est-ce pas, du diagnostic.